Bonjour Yana Krinspoon. Vous Bonjour. êtes maître de conférences en sciences de langue. Vous enseignez à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, mon ancienne université. Vos Tout à disciplines fait. sont la morphosyntaxe du français, linguistique de l'énonciation, sociolinguistique historique et analyse du discours des médias. Depuis Tout à 2019, fait. vous êtes membre aussi du réseau de recherche sur l'antisémitisme et le racisme, dirigé par Céline Masson, Martine Benoît et Isabelle de Meckenem. En 2018, vous avez publié Haut entre langue, discours et graphe aux éditions Offris. Et graphie. Tout à fait. Oui. Ouais. Parmi vos articles, je cite un seulement du côté de la langue que masque la nouvelle théorie inclusive parue dans Prétentaine, le langage et ses distorsions. Je vous remercie de votre visite dans mon home office. Vous êtes bienvenue. Je Merci. cite le début de mon article, de mon dossier sur l'écriture inclusive, les astérisques, les arrêts glottaux, les points, les traits d'union ou la prononciation complète en allemand, Schülerinnen und Schüler, ou même Zeus dans l'allemand nouveau, censé de surmonter les obstacles entre le genre grammatical et le genre biologique. Ainsi commence notre dossier du 12 mai 2021 sur notre blog au sujet de l'écriture inclusive. Récemment, la nouvelle revue Observable, une nouvelle revue linguistique, consacre son premier numéro au thème le genre grammatical et l'écriture inclusive en français, avec vos contributions et celles de Yann Slamovic, Romain Garnier, François Rastier et Jean Gio. Dans l'introduction, vous et Jean Slamovic expliquent votre intention de vouloir rappeler quelques faits objectifs, je cite, quelques faits objectifs concernant le français, le genre, l'orthographie et la nature de langue, qui auraient été négligés dans l'espace politique ainsi que dans un espace pseudo-scientifique au profit d'attitudes idéologiques. L'écriture inclusive, est-ce une amélioration de la grammaire, une correction de ses défauts, une contribution à l'égalité des sexes, davantage de respect pour les femmes ou s'agit-il d'une idéologie? Merci beaucoup de vos questions et puis de votre invitation. Je vais essayer de répondre aussi clairement que possible. Et donc, pour répondre à cette première question, il faut comprendre ce que cette formule écriture inclusive désigne. Parce que c'est pas cette formule en tant que telle n'a pas grand-chose à voir avec la grammaire. Ou si elle a à voir, ce sont des rapports extrêmement fantasmatiques. C'est une formule qui couvre plusieurs domaines. Donc, c'est le domaine du lexique, le domaine de l'écriture et le domaine de la syntaxe. Alors, les tenants de cette théorie inclusive déclarent que le lexique, l'orthographe ou l'écriture et la syntaxe sont coupables d'invisibiliser la femme. Et donc, avant que je continue l'explication de ces trois domaines, il faut aussi s'arrêter sur cette métaphore d'invisibilisation qu'on entend à peu près partout et qui est une sorte d'explication pour eux de toute la démarche qui est fondée plutôt sur la justice sociale et sur la morale. C'est-à-dire que on peut dire qu'au départ, la formule écriture inclusive part d'une très bonne intention. Donc, qu'est-ce que c'est que l'invisibilisation? C'est une métaphore qui n'a strictement rien à voir avec le fonctionnement de la langue, parce que quand on parle de la langue, c'est un système de sons. On la parle d'abord et les sons ne sont pas visibles. Les sons sont porteurs de sens. C'est de cette manière que c'est sûr définit le système linguistique. Bon, c'est aussi un système symbolique. Parce que lorsqu'on parle de l'institution ou du système symbolique, c'est un système qui permet de parler de ce qui est absent. Alors, selon la vision nominaliste et déterministe des inclusivistes, la langue, elle est nominaliste, elle parle des objets concrets. D'où vient cette demande de désigner le masculin par le masculin, le féminin, plutôt les hommes par le masculin, les femmes par le féminin. Je vais y revenir. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en langue, parce que d'une part, la langue peut parler de tout, des objets, des idées, des objets concrets, des objets abstraits, des idées qui n'existent pas, de l'imaginaire, des choses qui existent et qui n'existent pas, absolument de tout. Et dire que la langue invisibilise quoi que ce soit ou qui que ce soit, c'est complètement faux. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans le domaine d'ophtalmologie, si vous voulez, mais nous sommes dans un autre domaine, dans le domaine des signes, dans le domaine sémiotique.
Et donc, les choses ou les signes qui renvoient aux choses sont liés aussi entre eux en fonction d'un système de relations. Il y a des relations entre les signes. C'est comme ça qu'on parle. On ne parle pas avec des mots, on parle avec des phrases, lesquelles phrases s'inscrivent dans des contextes. C'est-à-dire qu'on produit des énonciations qui permettent la fabrication du sens. Donc, la notion d'invisibilisation est complètement inapte. Pour illustrer ce que je dis, pour que ça soit plus clair pour les gens qui ne voient pas de quoi il s'agit, c'est comme si on faisait un procès par exemple, à l'impersonnel qui existe en français. Parce que vous savez que le même événement peut être décrit de plusieurs points de vue. On peut avoir 3 personnes qui sont venues quelque part. Je peux dire en français, 3 personnes sont venues, mais je peux aussi dire, il est venu 3 personnes. Et donc, j'utilise une structure impersonnelle. Est-ce que je peux dire qu'en utilisant cette structure, je déshumanise ou j'impersonnalise les gens? Non. Si je dis il neige ou il pleut, c'est à peu près la même chose, mais on ne parle pas de personnes, vont dire les inclusivistes. Si je vous dis il s'est inscrit 10 personnes à cet examen, je peux dire 10 personnes se sont inscrites à cet examen, mais je peux aussi utiliser l'impersonnel. Donc, en fait, on peut me dire, mais enfin, on peut faire le procès à cette structure en disant, mais l'impersonnel impersonnalise les personnes humaines. Je peux aller plus avant pour vous donner d'autres exemples en disant, mettons, j'ai une boutique de mode et je vous dis, ma clientèle est exclusivement masculine. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé tout un ensemble de personnes par un seul mot. Donc, j'ai utilisé le singulier, une forme du singulier pour désigner la pluralité des personnes. Et j'ai utilisé le féminin pour désigner quelque chose qui existe dans le monde et qui relève du sexe masculin. Et donc, en fait, vous voyez, je peux dire, tout le monde peut être taxé d'antiféminisme. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé encore une fois une structure singulière au singulier pour parler d'un ensemble de personnes. Donc, est-ce qu'on peut me dire que on peut faire le même procès en disant que c'est la massification des individus que l'utilisation de cette structure? Je peux vous donner beaucoup d'autres exemples, mais c'est juste une illustration de l'ineptie de ce terme invisibilité qu'utilisent ceux qui prétendent que la langue invisibilise qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est complètement inapte. On écarte cette métaphore pour continuer la discussion. Maintenant, si vous permettez, Oui. donc je reviens à ce que j'ai annoncé. De quoi s'agit-il quand on parle de l'écriture inclusive? D'abord, il ne s'agit pas de l'écriture dans tous les cas de figure. Il s'agit d'abord du lexique. Et tout le débat porte sur la féminisation des noms de métiers ou des noms en règle générale. C'est-à-dire qu'il y a un postulat qu'il faut avoir un combat pour féminiser des noms, parce que plus on féminise les noms, plus les femmes auront de liberté ou d'égalité ou de parité ou qu'en sais-je. Or, quand on regarde le fonctionnement de la langue de la société, ce n'est pas la même chose. Il faut se souvenir de ce que disait Benveniste. Ce sont les structures qui ne sont absolument pas isomorphes. Donc, il ne faut pas chercher la même chose dans la structure de la langue qui existe dans la structure de la société. Et pour parler de la féminisation, d'abord, le combat féministe a permis que les femmes accèdent aux postes qui étaient naguère réservés aux hommes. Et ensuite, la langue, bien évidemment, a enregistré, comme d'habitude, ce changement social. C'est-à-dire que le changement linguistique était postérieur au changement social. D'abord, les femmes sont devenues magistrates, avocates, doyennes, chirurgiennes, autrices. Bien sûr, autrice, bien sûr. Et ensuite, la langue s'est adaptée à ce changement. Autrice ou auteur, il y a des variantes. On en parlera tout à l'heure quand on avancera dans l'entretien. Donc, en fait, quelque part, ce combat a eu lieu. Comme disent mes collègues Daniel Manès ou Jean Slamovitch, la féminisation a eu lieu. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un vrai combat. On ne comprend pas de quoi s'agit-il parce que personne ne conteste la féminisation des mots, d'une part, et d'autre part, le français a absolument tout à sa disposition pour féminiser les noms s'il y a besoin. Il peut y avoir des obstacles à cette féminisation qui ne sont pas des obstacles sociaux, mais ce sont des obstacles qui relèvent de la structure de la langue. Ça peut être la morphologie, par exemple. Donc, du point de vue morphologique, vous pouvez former, je prends l'exemple de médecin. Vous pouvez très bien former médecine. Or, il y a un problème. Dans l'usage, médecine renvoie à une discipline. On peut dire que la médecine, c'est un art aussi. Et donc, cet usage-là ne permettra pas l'utilisation de médecine. Mais on peut dire doctoresse, s'il y a besoin de le faire. Tout dépend du contexte, bien évidemment.
Il y a un autre obstacle, c'est le fait de l'existence des couples morphologiques en français où un terme, par exemple le masculin, peut désigner de l'humain, si vous voulez, et le terme au féminin, une machine. Balayeur, balayeuse. Balayeuse, c'est une machine. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été produit par l'extérieur, ça fait partie de la structure morphologique de la langue. Ça, c'est pour la féminisation. Pour l'écriture, vous m'arrêtez si vous voulez poser des questions. Simplement, j'essaie d'englober l'explication de cette formule. Allez-y pour l'écriture. Alors, donc première partie, c'était la féminisation. Tout le monde est d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune contestation de ce phénomène. Deuxième phénomène, c'est l'écriture. Il faut bien comprendre que l'écriture, ce n'est pas la langue. La langue, d'abord, on la parle. Et l'écriture, c'est une technique, ou si vous voulez, c'est un code qui permet d'enregistrer l'utilisation de la langue. L'écriture est toujours postérieure à l'existence de la langue. Après, on peut en dire beaucoup de choses. Bien évidemment, c'est un code très complexe, mais c'est un code. C'est-à-dire, contrairement à la langue qui est une institution symbolique, l'écriture est un code. Et l'écriture du français est une écriture complexe. Elle s'appuie d'un côté sur la phonétique, de l'autre côté, elle s'appuie sur la morphologie et puis aussi sur la syntaxe. Donc, pourquoi la phonétique? Parce que l'écriture du français, elle tient compte des phonèmes du français, et elle tient compte des morphèmes du français. Et quand je parle de la syntaxe, je parle des accords. Pas seulement les accords qui ont été accusés de porter le préjudice aux femmes, mais les accords de toutes sortes. C'est-à-dire que ça fait partie de la syntaxe. Si je vous dis c'est une lettre que j'ai écrite, eh bien, l'écriture va enregistrer un phénomène morphosyntaxique de l'accord du participe avec le verbe avoir, auxiliaire. D'accord ? Bon, donc ça, ce sont des contraintes très difficiles. Il y a autre chose, c'est que quand on a pour le même phonème, on peut avoir plusieurs graphèmes. Si je vous dis je ou peur, voilà, donc je peux transcrire la langue que je parle par E, ou je peux le transcrire par EU. Si je vous dis sain, ça peut avoir trois significations en fonction de l'écriture. AI, donc S-I-N, S-I-N-T, S-E-I-N. Et donc, on va avoir trois mots différents. Donc, il y a une complexité terrible de cette écriture. Bon, donc finalement, ajouter une difficulté de plus qui est tout à fait artificielle, ça ne sert ni la langue ni la société. Il y a autre chose, c'est que quand on parle de la langue ou de l'écriture, il y a un principe fondamental qui touche à la fois à la langue orale et à l'écriture, c'est que dans une position déterminée, on ne peut avoir qu'un seul signe. C'est le principe fondamental de l'existence de la langue et de l'écriture en général. Or, l'écriture inclusive contrevient à ce principe en brisant la chaîne qu'on peut appeler mot, qu'on peut appeler monème, si vous voulez, ou qu'on peut appeler morphème. Donc, c'est ça le deuxième problème qui est lié à ce type d'écriture. Et troisième phénomène, pour terminer la description de la formule, c'est le phénomène syntaxique, c'est le phénomène qui est lié aux accords. C'est-à-dire qu'il s'agit surtout des accords adjectivaux, c'est-à-dire que quand on a un groupe nominal et les noms au sein de ce groupe sont des genres différents, eh bien, l'accord se fait au masculin. Ou bien, en linguistique, nous disons souvent une forme non marquée. C'est-à-dire que ça n'est jamais venu à l'esprit de personne de penser qu'il y a un rapport avec la sexualité lorsqu'on fait des accords. Et le scandale, donc l'accord, je parle des adjectifs parce que quand vous faites un accord par ailleurs, certains accords sont destinés à l'oreille et d'autres à l'œil. Si je vous dis, par exemple, mon père et ma mère sont partis, eh bien, à l'oral, que ça soit féminin, que ça soit masculin, vous ne voyez pas la différence. C'est à l'écrit qu'on peut la voir. Ah, donc, c'est ça le scandale à peu près. Mais pour que ça soit plus visible, donc la demande des justiciers de la langue, comme moi je les appelle, c'est de dire mon père, ma mère sont belles. Pourquoi est-ce qu'on utiliserait le masculin qui, lui, disent-ils, relève d'une domination masculine, qui est un terme très à la mode, et pas autre chose. Et donc, ça, c'est le troisième problème dont il s'agit lorsqu'on parle de l'écriture inclusive. Donc, on a, vous voyez, plusieurs paramètres pour en parler. Merci beaucoup. Avec cette introduction, avec cette belle réponse, vous m'avez rappelé mes études de linguistique à Paris et à Bonn. C'est parfait.
Vous et Jan Slamovic, vous estimez qu'il est temps de souligner la signification linguistique du genre en français. Je cite, notre constat, c'est une très belle phrase, notre constat fort peu original est qu'une langue ne possède pas d'intentionnalité sociale. Vous reprochez aux défenseurs de l'écriture inclusive, ils supposent à tort que la langue est sexiste ou inégalitaire. Je cite, la plus grande cacophonie concerne sans nul doute le mot genre. Vous pourrez le préciser un peu? Oui, tout à fait. C'est bon, le mot, la cacophonie, comme vous dites, elle vient du fait qu'il existe des théories de genre. On dit gender en anglais. Et donc, Gendern auf Deutsch, gendern. ben voilà. Et donc, vous voyez, finalement, quand on parlait du genre en français, on parlait toujours du genre grammatical, c'est-à-dire c'est une fonction, ce qu'on appelle genre grammatical, c'est une fonction qui permet de classifier le lexique. C'est-à-dire, il y a nous en français, on va dire, il y a le masculin, le féminin, et ça permet de répartir le lexique selon cette catégorie. Vous avez d'autres langues où le féminin, le masculin n'existe pas. On va parler de classe 1, classe 2, classe 3. Vous avez des langues où la répartition en genre ou quelque chose qui ressemble à ça va se faire en fonction de la forme, de la couleur, de l'appartenance à telle ou telle classe animée ou pas. Bon, en anglais, il n'y a pas de genre. En persan, en farsi, il n'y a pas de genre. Et donc, il y a tout un tas de langues où la répartition se fait des manières différentes. Bon, revenons au français. Le genre grammatical ne concerne que la langue. Ça ne concerne pas autre chose. Et comme disait Antoine Millet dans un ouvrage qui date de 1909, me semble-t-il, quand il parlait du genre, il disait que c'est une catégorie la plus illogique qui soit dans l'histoire des langues. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment ça fonctionne, elle n'a pas de logique ni linguistique ni autre. Et donc, il faut comprendre que le genre, c'est une catégorie arbitraire. On ne sait pas pourquoi en français on dit chaise et pourquoi on dit fauteuil, pourquoi on dit tabouret, pourquoi on dit table, pourquoi on dit soleil et c'est masculin, pourquoi en russe soleil c'est neutre, pourquoi en allemand soleil c'est féminin. À cela, il n'y a pas de logique. À cela, on peut essayer toujours de trouver une raison, comme on trouve des raisons à tout, pourquoi on mange telle nourriture ou pas. Donc il y a toujours une tentative rationnelle de le trouver. Or, il n'y a pas vraiment d'explication à ce genre de problème. Elle peut exister quelque part, elle peut être anthropologique. Mais en ce qui concerne le français, c'est voilà, Bonjour. l'écriture linguiste, c'est quelque chose qui n'est pas pertinent. Mais, Et donc, mais quand on parle je vais arriver à ce que vous voulez demander, je le sens. Il y a une différence entre ce qu'on appelle le genre grammatical et le genre sémantique, où souvent on dit genre naturel, parce que dans ce cas-là, donc les propriétés du signe peuvent coïncider avec les propriétés du référent extralinguistique. Ça peut concerner des animaux, ça peut concerner des hommes, enfin des êtres humains. Et c'est dans ce sens-là, on parle du genre sémantique. Mais il ne faut pas croire que c'est comme postulent les inclusivistes. Dès qu'on a un référent qui lui sexuellement, enfin qui est du sexe masculin ou le référent qui lui est du sexe féminin, qu'on va avoir une correspondance exacte en langue. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous voulez demander quelque chose? est-ce que ce n'est pas une bonne idée des inclusivistes de vouloir réparer ce défaut de la langue? Mais ce n'est pas un défaut. On ne peut pas parler des défauts de la langue. La langue n'a pas de défaut. Ce n'est pas un artefact. Parce que si on parle des défauts, on parle des choses qui ont été créées et qui n'ont pas été créées bien, qui étaient mal foutues, comme on dit. Or, la langue n'est pas une création. Il y a des langues qui ont été créées. L'espéranto, c'est un très bon exemple. Alors là, on a essayé de l'améliorer et ben, vous avez des sociétés savantes qui parlent espéranto, mais à part eux, personne ne la pratique. Donc, ce n'est pas un défaut parce que c'est ce qu'on dit à propos du français, mais vous avez d'autres répartitions en anglais. D'accord? Donc, vous avez par exemple le fait qu'en anglais, il n'y a pas de genre, mais on peut choisir de manière arbitraire. Ça existait en anglais moyen, les genres. Oui. D'accord? Vous pouvez choisir he ou she en fonction de la manière dont vous parlez des objets. Si je parle de l'espagnol, vous pouvez avoir le même mot qui peut changer de genre grammatical en fonction, par exemple, du style. Je vous donne l'exemple de la mer.
El mar ou la mar, ça va dépendre de l'énonciation. Si l'énonciation est poétique, vous allez avoir tel genre. Si l'énonciation appartient à la langue commune, vous allez avoir un autre genre. Ce n'est pas quelque chose qui fait défaut à la langue. Ça fait partie, au contraire, de ces richesses fonctionnelles qui permettent ce continuum permanent entre les formes. Je voudrais revenir sur la distinction entre référent et signifié. Signe. J'écris sur mon blog, je cite, Grinchpoon et Slamovich montrent qu'un référent féminin ou masculin n'a pas du tout besoin d'avoir un signe féminin ou masculin comme le prétendent les partisans d'un langage équitable entre les sexes, car cette unité de signes et d'unité n'est pas une particularité de langue. Est-ce correct? Je vous prie de préciser ce constat et de donner quelques exemples. Oui, bien sûr. Parce que c'est-à-dire que considérer qu'il y a une correspondance totale entre le signe et le référent, là, on est dans le domaine du créatilisme, qui considère que les propriétés des choses doivent trouver leur réflexion dans la propriété des signes. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je viens de vous donner des exemples tout à l'heure en parlant de la clientèle. Je peux vous dire, ouh là là, regardez-moi cette foule, alors que vous voyez des milliers de gens. Donc, une des propriétés du signe foule, ça va être son fonctionnement singulier. Si vous dites des foules, vous changez quelque chose dans la manière de ce signe. D'accord? Donc, le signifié du signe linguistique foule implique le singulier, pas le référent. Le référent, c'est la multiplicité des personnes qui correspondent à la définition de cet ensemble. Est-ce que vous pouvez encore bien expliquer pour nos élèves qui écoutent cette vidéo, qu'est-ce que c'est le référent? Le référent, c'est ce qui existe dans le monde extralinguistique. C'est ce à quoi renvoie le signe par l'acte de référence. Si je vous dis, et la chose qui existe, elle peut ne pas exister dans le monde réel. Si je vous dis une licorne, les licornes n'existent pas. D'accord? Mais le signe licorne, c'est un signe qui peut renvoyer à tout ce que la culture donnait à enregistrer comme des êtres imaginés. Je vous explique, c'est un exemple qu'on peut donner aux étudiants. Si vous prenez le signe étudiant, dans le signifié de ce mot étudiant, vous allez trouver des sèmes. Des sèmes, ce sont des traits qui permettent de décrire le sens. Des petits traits. Par exemple, qu'est-ce que ça va être étudiant? Ça va être une personne, donc plus humain, quelqu'un qui a son bac, qui c'est deuxième trait, quelqu'un qui fréquente l'établissement d'études supérieures, troisième trait, je schématise, mais j'essaie de faire comprendre ce que ça veut dire, et quelqu'un peut-être qui va avoir un certain âge, même si peut-être ce critère n'est pas pertinent, aujourd'hui tout le monde peut faire les études. Mais en gros, de manière générale, c'est l'âge qui commence à partir de 18 ans et qui va jusqu'à 26 ans. Ce sont des étudiants. Ça, c'est le signe. C'est ce qu'on trouve dans le dictionnaire, si vous voulez. On ne trouve pas des référents dans le dictionnaire. On va appeler le référent de ce signe tous ces êtres, ou si vous voulez, tous ces êtres qui existent dans le monde extralinguistique et qui correspondent à la définition qui est contenue par le signifié. C'est ça, les signifiés existent en langue. Les référents n'existent pas en langue. Ils existent à l'extérieur de la langue. Donc, il y a une différence entre les mots et les choses. Et pour illustrer encore mieux cet exemple, si vous me permettez, je vais vous citer mon fils il a 8 ans, et donc il a fait une dictée à l'école. Et sa maîtresse lui a donné la phrase suivante et lui a dit écris-moi, ma famille est grande. Et lui, il a écrit ma famille, le mot famille avec un S à la fin. Et quand je lui ai demandé mais pourquoi tu as mis un S, ce n'est pas le pluriel, car moi je parlais de la langue, il m'a dit mais nous sommes nombreux dans la famille. Vous voyez? Donc en fait, et ça c'est ce que Jean Gioot d'ailleurs dans son article explique, qu'il n'y a pas cette différence entre le signe qui, lui, fait partie du système linguistique, et le référent. Ce n'est pas la même chose. Quand je dis famille, effectivement, c'est un bon exemple. En langue, en tout cas en français, c'est un terme au singulier. Les familles désignent plusieurs ensembles qui sont composés de plusieurs personnes. Or, vous voyez, mais le mot famille, il ne fonctionne pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une différence foncière entre le signe et le référent.
Et donc, on dit que le rapport entre signe et le référent est arbitraire. Oui, tout à fait. Et Tout à donc, fait. on ne doit pas dire en allemand der Student und die Studenten, on dit chez nous die Studierenden. Et donc, ça veut dire, c'est une forme composite, si je comprends bien. C'est un gérondite, ça n'est pas l'Ausform. Ils sont en train de faire des études pour ne pas dire Studenten et Student, on dit Studierende. On parle ici seulement des Studierende. Ils font toujours Oui, des études, ils font rien d'autre. Il y a aussi un autre problème. Ce que vous évoquez, c'est le problème de généricité et c'est le problème de la neutralisation discursive. Donc, on passe un peu à autre chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la neutralisation? Donc, il y a le problème du neutre, peut-être qu'on pourra en rediscuter après, mais je le dis tout de suite, il y a en français des controverses. Et je ne dis pas la polémique, je dis il y a une controverse à propos de l'existence du neutre morphologique. Pour que vous compreniez de quoi je parle, donc le lexique du français, disent certains linguistes, elle est divisée en masculin et féminin. Il n'y a pas de neutre. Mais d'autres disent, oui, le neutre existe. Par exemple, quand on regarde le système pronominal. Si je vous dis le, d'accord, donc mon père était malade pendant tout le confinement, je le savais. Qu'est-ce que je savais? Je le savais, le est un pronom personnel, c'est une anaphore qui renvoie à la phrase précédente, dont les phrases n'ont pas de genre. Il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin. Donc, à ce régime-là, on dit qu'il s'agit du neutre. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que vous allez avoir des linguistes qui, comme Le Goffik, Pierre Le Goffik, qui est un grand grammairien français, qui pense que le neutre n'existe pas. Et puis, vous allez avoir d'autres personnes, comme Kléber, par exemple, qui vont dire que le neutre peut exister. Bon, ça, c'est pour la morphologie, ça, c'est pour la langue. Autre phénomène, et là je reviens à l'exemple que vous venez de donner, c'est le phénomène de neutralisation discursive. C'est-à-dire que vous avez des formes qui neutralisent la différenciation sexuelle, d'accord? Quand, par exemple, je vous dis, si je vais à la fac et je vois cantine pour étudiants, loin de moi la pensée que les étudiantes ne sont pas les bienvenues dans cette cantine. Je passe mon temps dans la salle des enseignants. Loin de moi la pensée que les enseignantes femmes ne doivent pas entrer dans cette salle. Pourquoi maintenant? Revenons à la langue. Parce que le terme enseignant, élève ou étudiant, par exemple, ce sont des termes qui neutralisent dans le discours la différence sexuelle. Il ne s'agit pas du sexe des personnes, il ne s'agit pas de parler de ça, il s'agit de parler de leur fonction ou de leur type. D'accord? C'est-à-dire que c'est ce que Charodot, dans ses articles sur l'écriture inclusive, appelle la typification ou la classification. C'est-à-dire que ça, c'est une fonction. On se fout de savoir de quel sexe il s'agit, de quelles sont les personnes, de quel sexe ils sont, ceux qui viennent manger dans cette cantine ou ceux qui viennent passer leur temps dans cette salle. Donc, c'est vraiment un terme qui permet au masculin, si vous voulez, de s'effacer, ou si j'utilise le jargon inclusiviste, de s'invisibiliser. Et donc, il faut, pour encore parler de l'exemple que vous avez donné, il faut bien comprendre qu'il y a une faute que commettent tous ces gens parce qu'ils pensent que le sens, il est dans le mot. Or, ce n'est pas comme ça que ça existe. Le sens est une co-construction des éléments qui font partie de l'énoncé. C'est-à-dire que chaque mot entretient un rapport, une relation avec d'autres mots. Et c'est ces relations qui permettent de produire les contextes tout à fait différents. Pour que ça soit plus clair, je donne un exemple très simple. On va prendre quelque chose qui n'est pas lié au genre pour que ça soit clair. Et après, je vais revenir au genre. Si je prends l'adverbe toujours, je peux vous dire, je viens toujours à 3 heures à l'école. Quel est le sens de toujours? Disons, ça va être la régularité. Mais si je vous dis, tu peux toujours courir. Bon. Donc, toujours n'a pas le sens de régularité. C'est-à-dire que c'est ce sens, on peut dire, quoi que tu fasses, ça ne va pas marcher. Ou bien, je peux vous dire, tu peux toujours téléphoner. Bon, voilà, donc tu peux faire un effort pour essayer de le faire. Vous voyez que finalement, le sens de toujours va être contaminé par le sens d'autres éléments. C'est exactement la même chose avec ce dont on parle ici. Donc, vous voyez, si je dis, par exemple, le meilleur traducteur de l'année, c'est Marceline Pierrot, mettons,
Donc, ça veut dire que dans la catégorie de traducteurs, c'est-à-dire les personnes qui s'occupent de la traduction, elle est la meilleure. Si je dis la meilleure traductrice de l'année, c'est Marceline Pierrot, dans ce cas-là, je ne parle que des traductrices femmes. Et donc, j'exclus la catégorie des hommes. Donc, ça veut dire que le sens n'est pas quelque chose qui est donné d'emblée. Le sens est une construction énonciative qui dépend de la situation d'énonciation, des intentions du locuteur et ainsi de suite. Dans cet ordre d'idées, vous donnez encore deux autres exemples des phrases. C'est un boulet, cette fille, ou c'est une antiquité, ce mec, que vous citez dans votre article. Cette unité du signe et du signifié n'existe donc pas. Ou encore une recrue, une vedette, une nullité, une sommité, un mannequin, une victime, un exemple. Ça peuvent toujours être des personnes, hommes ou femmes, n'est-ce pas? Bien sûr, parce que vous voyez, et c'est ça la différence entre la morphologie du signe et le référent. Il y a certains de ces mots comme victime. Morphologiquement, le mot victime est au féminin, mais il peut renvoyer aux hommes et aux femmes. Je vous cite une phrase intéressante que je trouvais dans. Je faisais me promener dans mon quartier, et donc il y avait le film Cruella qui vient de sortir, peut-être chez vous en Allemagne aussi. Et c'est un film qui parle, je cite, escroc pleine de talent. Estella est résolue à faire un nom dans le milieu de la mode. Le mot escroc n'a pas de féminin. Or, il renvoie à Estella, qui est une femme. D'accord ? Il n'y a absolument aucun problème pour utiliser ce mot dans le contexte particulier et donner à ce mot l'épithète qui, elle, serait au féminin. Je peux vous dire, par exemple, tiens, une autre phrase réelle donc, que j'ai trouvée dans les récits des élèves. C'est une dame qui parle de son enfance. Elle était mauvaise élève et elle dit elle était le cancre au fond de la classe, l'élève qui ne comprenait pas. Donc, vous voyez, elle parle d'elle-même, elle fait le récit de sa vie, elle était le cancre. Il n'y a absolument aucun problème pour qu'elle se désigne par un mot au scandale qui morphologiquement est au masculin. Mais la langue permet tout. Oui, nous avons presque déjà fait le tour de tout le sujet, mais je voudrais quand même encore évoquer votre article. La masculinisation du français a-t-elle eu lieu? Et vous présentez un compte rendu du livre de Eliane Viano avec le titre Non, le masculin de le français ne l'emporte pas sur le féminin. Petite histoire de résistante à la langue française, parue en 2014. Vous critiquez en premier lieu l'utilisation du genre pavillonneau qui ne distingue pas entre les genres sémantiques ou morphologiques en disant qu'on ne peut pas plier la langue à son goût. Viennot se trompe si elle croit que la désignation est identique à la chose désignée, elle négligerait l'arbitraire du signe. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est le retour à notre discussion de tout à l'heure. Parce que pour elle, quand on lit ce livre, on a l'impression que la morphologie doit renvoyer à l'essence sexuelle des personnes. Or, ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que rien n'empêche à tous les signes dont on a parlé à l'instant de référer aux hommes et aux femmes. Donc, je vous ai cité plusieurs exemples, mais il y en a tant d'autres qu'on peut trouver. Et si, par exemple, je vous dis, bah, lui, mon prof, c'est une nullité. Donc, vous voyez, c'est une métaphore, mais qu'est-ce que je fais? Je désignais l'être du sexe masculin par un signe qui, lui, morphologiquement, est au féminin. Et la langue ne l'empêche pas. C'est-à-dire qu'on peut très bien comprendre de quoi il s'agit. Et donc, finalement, c'est un étrange mélange entre le genre et le sexe. Et c'est là, dans son livre, où elle dit les mots changent de sexe. Or, ce n'est pas possible. Les mots ne peuvent pas prendre les hormones ou changer de sexe comme le font les êtres sexuels, parce que la langue n'a pas le même fonctionnement que le fonctionnement de la société. Nous devrions encore parler de l'accord de proximité, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors là, les accords de proximité sont aussi accusés du sexisme. Or, l'accusation est complètement fausse, d'une part parce que le sexisme et la langue ne vont pas ensemble, nous l'avons vu, mais d'autre part parce qu'il s'agit, quand on fait ce genre d'assertion, il faut regarder les corpus. Et quand on regarde les corpus, ce que je pense Eliane Viano n'a pas fait, et d'autres historiennes de la langue, et je dis bien historiennes de la langue car les linguistes qui ont fait ce travail sont des féministes proclamées, elles le
disent ouvertement, elles ont fait un travail sur les corpus du français préclassique. C'est-à-dire que le français au XVIe siècle, où il n'y avait pas de normes, il n'y avait pas de standardisation, le français n'a pas été complètement grammatisé, si on utilise la terminologie de Sylvain Auroux. Et donc, qu'est-ce qu'on observe dans ces corpus? Que la majorité des accords se font au masculin. Masculin, ou si vous voulez, la forme non marquée. Que les accords de proximité existent, mais ces accords sont minoritaires. C'est exactement la même chose qui se passe au XVIIe siècle. Et quand les grammairiens ou les remarqueurs ou les gens qui observent les usages qui sont faits de la langue travaillent sur l'inscription de ça dans les livres de grammaire ou de remarques, ils ne font qu'enregistrer l'usage. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune action de coercition sur la syntaxe du français de la part des grammairiens. Et ça, les corpus le montrent très bien. Elian Viennot dit aussi que l'accord de proximité est banni de la langue. C'est faux. Et c'est pareil, si on raisonne en synchronie, les corpus du français contemporain qui ont été présentés par notamment Anne Abéillé montrent que l'accord de proximité existe bel et bien en français en fonction des circonstances, en fonction des mots qui apparaissent dans le contexte, mais qu'il est minoritaire. Il a toujours été minoritaire, il reste minoritaire, mais il continue à exister et personne ne le bannit de l'usage de la langue. En somme, Elian Viennot ne semble pas avoir saisi comment une langue est représentée pour réfuter son idée de, je cite après vous, le monopole des hommes sur la parole publique. En somme, on ne peut pas lui reprocher qu'elle ne comprend pas la linguistique, mais parce que son entreprise est une entreprise politique, n'est-ce pas? Oui, mais de toute façon, pour être linguiste, il faut suivre un protocole de recherche. Chaque assertion ou chaque hypothèse qu'on fait doit être prouvée. Elle peut être validée ou invalidée. Or, quand vous lisez le livre de Elian Viennot, il n'y a que des assertions qui ne sont pas prouvées. Par exemple, elle incrimine aux certains auteurs du XVIe siècle de ne pas vraiment comprendre l'entreprise machiste des hommes. On peut dire peut-être qu'il n'y en avait pas et peut-être qu'ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de procès d'intention qui est fait aux gens et à la langue sans que le fonctionnement linguistique soit pris en compte. Donc, il ne s'agit pas du projet linguistique, c'est absolument évident. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'une idéologie, il s'agit si vous voulez, d'une idéologie qui relève de l'entreprise de destruction de la langue. Et puis, il s'agit aussi beaucoup je crois, de projections, je ne pourrais pas dire personnelles, j'en sais rien, mais ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec le français, la langue, qui n'ont rien à voir avec la grammaire, qui n'ont rien à voir avec l'historiographie. Ce sont des choses très différentes. Et je fais une précision, quand on parle de la grammaire, il faut bien comprendre de quoi on parle. Il y a deux types de grammaire. C'est un terme polysémique, comme tous les termes de la langue. Et donc, l'activité grammaticale, elle existe depuis toujours. La grammaire dans le sens descriptif, la grammaire linguistique, c'est un ensemble d'observations qui sont fixées lorsqu'on observe la langue, un ensemble de régularités qu'on essaie de formuler lorsqu'on voit comment la langue fonctionne dans les énoncés les plus différents. Donc, cette grammaire n'a rien à voir avec la coercition et la prescription. C'est ce qu'on appelle une grammaire descriptive ou bien objective. Elle relève de la fréquence d'usage. Il y a un autre type de grammaire, c'est une grammaire prescriptive. Cette fois-ci, on peut parler de quelque chose qui est lié au fonctionnement de la norme sociale. La fonction de cette grammaire est une fonction sociale, dites ou ne dites pas, écrivez de cette manière, n'écrivez pas de cette manière. Ça, c'est un autre type de grammaire. Cette deuxième, même s'il ne relève pas de la science linguistique, s'appuie quand même sur les descriptions qui sont faites par des linguistes qui ne sont pas militants, qui ne sont pas engagés, qui ne font pas de la politique, mais dont le travail consiste à travailler avec les observables. D'où d'ailleurs le nom de notre revue, nous ne pouvons travailler qu'avec ce qu'on observe. Et c'est ce que beaucoup de militants inclusivistes ne font pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais inclure cela dans le film. En outre, Viennot cite aussi le mythe biblique des origines pour étayer ses théories. Or, il semble qu'elle n'a pas bien lu les textes, n'est-ce pas? Alors, j'ai le privilège d'avoir l'accès au texte en langue d'origine, et d'une part, et puis d'un peu connaître la tradition juive à cet égard.
Et j'ai l'impression quand même que l'interprétation, je ne sais pas si c'est l'interprétation personnelle, parce qu'il ne précise pas de quelle interprétation il s'agit. Vous savez, la Bible, on l'a toujours lue. On l'a lu au XVIe siècle, on l'a lu au XVIIe siècle, on l'a lu au XXe siècle, et on continue la lecture aujourd'hui. Donc, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit. Et donc, elle présente le texte comme, comme une sorte de déclaration de guerre aux femmes. Alors maintenant, si on regarde vraiment, si on est philologue, on s'intéresse à la manière dont les textes sont construits, et la pensée juive, elle est absolument claire là-dessus. C'est pas comme ça que les choses se passent. D'abord, quand vous regardez le livre de la Genèse, la création, Dieu créa l'être humain. Et c'est écrit en hébreu, quel que soit le texte, il créa Adam. Adam, ça veut dire être humain. C'est-à-dire qu'il n'y a ni homme ni femme, c'est vraiment l'être humain. Alors ensuite, quand on lit le texte, c'est après avoir créé Adam qu'apparaissent les mots dans le texte de la Genèse. Zachar, ça veut dire homme, et Nekiva, ça veut dire femme. Mais c'est postérieur à la création. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on lit le texte, on voit que ce n'est pas la femme, elle ne vient pas des codes de l'homme. Elle est créée de l'être humain, exactement comme l'homme qui est créé de l'être humain. Les deux sont créés de l'être humain et ils comprennent qui ils sont au moment où ils se parlent. Et ça, c'est très intéressant quand vous lisez le texte. Finalement, ce qui fait lien et la compréhension entre ces deux parties de l'être, c'est le langage. Et donc, là, toute la tradition juive est unanime là-dessus. Il n'y a pas eu de guerre entre les hommes et les femmes, bien au contraire. L'être humain, et ça, on retrouve d'ailleurs ça chez Platon, c'est un être qui a des composantes féminines et masculines, qui cohabitent ensemble et pas forcément en guerre, comme elle nous le présente. Première chose. Deuxième chose, ce qui est très intéressant aussi dans le texte biblique, c'est que le locuteur divin, il utilise le pluriel. Il dit nous, il dit anachnu en hébreu. Et il explique qu'il a créé l'être humain à son image, donc à l'image de cette pluralité. Et c'est cette pluralité qui est passionnante et intéressante dans le texte. Ce n'est pas une singularité. C'est de là où, à mon sens, vient l'erreur des exégètes qui disent que Dieu, c'est masculin, etc. On n'en sait rien. Non. Dans le texte de la Genèse, c'est le pluriel. Si on traduit bien, ça devrait être traduit par nous, par le pronom qui renvoie à la pluralité, anarno. Vous voyez, donc c'est une interprétation un peu guerrière du texte qui n'est pas du tout proche à la manière de regarder attentivement ce qui est écrit. Est-ce qu'on pourrait concéder aux inclusivistes qui essayent de promouvoir l'égalité des femmes, mais en plus, après tout ce qu'ils font avec leurs conseils qu'ils veulent nous donner, aussi biennaux, est-ce que ce n'est après tout une nouvelle discrimination? L'écriture inclusive? Oui. Alors, oui. On peut dire ça de cette manière et pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que je ne veux pas tomber tout de suite dans votre panneau pour parler de la discrimination. C'est d'une part, il faut bien comprendre que ce qui se passe lorsqu'on parle de l'inclusivisme, en tout cas langagier, vous avez peut-être pu voir que ça n'a pas grand-chose à voir avec la langue. Parce que de la langue, les inclusivistes donnent une vision extrêmement erronée et fausse. Ils nient en bloc tous les acquis de l'épistémologie linguistique à partir de Saussure, et bien avant, parce que Saussure n'a pas inventé la linguistique. Et ce qui est assez curieux, c'est que quand on parle des changements linguistiques, oui, les changements linguistiques peuvent venir après les changements sociaux. Oui, il y a eu des interventions après des grandes crises sociales. On l'a vu après la Révolution française. Ce sont des interventions sur le lexique, pas sur autre chose. Oui, on l'a vu après la Révolution russe. On n'a jamais vu une tentative d'intervenir sur la structure même de la langue. Ça ne peut pas fonctionner, parce que vous avez vu que l'histoire est complexe. Alors, il y a aussi autre chose. On n'a jamais entendu des locuteurs ordinaires
du français commun, puisqu'on parle du français, réclamer les réformes de la langue. Et quand je parle des locuteurs ordinaires, je parle, je ne sais pas moi, des pêcheurs bretons, des agriculteurs du Tarn, des cadres parisiens. Ils n'ont rien demandé. C'est-à-dire que cette écriture inclusive, c'est une invention d'une caste. Et je dirais plus, c'est une caste de petits bourgeois, ou plutôt petites bourgeoises. Je les appelle, moi, les féministes de luxe. C'est-à-dire que ce sont les féministes qui ne s'occupent pas des vrais problèmes, qui existent toujours. D'une part, la loi est égalitaire pour tout le monde. On ne peut pas dire qu'on ne peut pas accéder à un poste parce qu'il n'y a pas le féminin. Je suis maître de conférence. Maître, c'est un mot morphologiquement au féminin, au masculin. Ce masculin morphologique n'a jamais empêché l'accès au poste universitaire des femmes. Bon, première chose. Deuxième chose, comme c'est une invention artificielle, ça a été inventé par une petite minorité. Et cette minorité aussi a des revendications identitaires, d'une part. Donc, c'est quelque chose qui ne concerne pas tout le monde. Donc, si vous voulez, c'est une sorte de violence qui est faite à la langue commune. La langue, bien sûr, on peut améliorer certaines choses, comme par exemple l'orthographe qui est complexe. Et c'est ce qui a été fait. Il y a eu des réformes d'orthographe. La dernière en date, c'est la réforme de 1990. C'est une décision où des linguistes ont participé pour faciliter l'appropriation de l'orthographe à tous les apprenants. Or, vous avez vu que l'écriture inclusive ajoute des difficultés et elle propose le découpage des mots en unités qui ne sont pas connues des locuteurs. Je parle des unités intuitives. Par exemple, on voit souvent apparaître dans la prose universitaire « Bonjour à tout, point, te, point, e, point, s » et on ne sait pas à quoi correspond ce tout. Ce n'est pas une syllabe, parce que quand vous regardez, ça ne peut pas être divisé en syllabes. Ce n'est pas un morphème, ce n'est pas un phonème, c'est un barbarisme. Et donc, intuitivement, les locuteurs du français ne perçoivent pas les mots, si vous voulez, de cette manière, même s'ils ne savent pas ce que ça veut dire réellement un mot. Donc, il y a ça. Puis, il y a aussi autre chose. Il y a derrière cette idée, il faut bien comprendre que l'inclusivisme, ce n'est pas un phénomène qui naît ex nihilo. Il fait partie de la philosophie de déconstruction. La philosophie de déconstruction dont les fondateurs, comme vous le savez, c'était des grands philosophes français comme Derrida, Foucault, Deleuze, Lyotard, etc. Ce sont des gens qui ont créé pas mal de théories extrêmement intéressantes, mais qui, entre autres, critiquaient la tradition occidentale. En proposant de la déconstruire. Donc l'inclusivisme, qui lui s'inscrit dans le mouvement philosophique qui a été engendré par les théories du genre, s'inscrit dans ce projet de déconstruction. Et la déconstruction vise aussi la déconstruction des institutions, ce que fait l'inclusivisme en portant atteinte à l'institution symbolique de la langue. Donc vous voyez, c'est d'une part une véritable entreprise de destruction et non pas de déconstruction de la langue commune, parce que la langue n'appartient à personne. On ne peut pas dire qu'il appartient à ce groupe très minoritaire de petits bourgeois cultivés qui veulent imposer cet usage artificiel à tout le monde. L'usage, il est incontrôlable, on ne peut pas l'imposer. Or, ils sont dans le prescriptivisme total. Ils inventent des formes qui n'existent pas et ils essaient de les imposer aux locuteurs et aux scripteurs. C'est une entreprise totalitaire. Elle n'est pas seulement discriminante, je dirais, elle est aussi totalitaire. Vous parlez aussi de théories complotistes. Là, je parlais des théories complotistes en parlant de ce que disait Eliane Viennot en accusant les grammairiens masculinistes de masculiniser la langue. Oui, d'accord. Ça, pour moi, c'est une théorie qui relève du complot, mais on peut y revenir. Alors, pour juste terminer sur la discrimination, oui, il peut y avoir une véritable discrimination qui, elle, va être non seulement linguistique, mais aussi morale. Imaginez si on dit je laisse du côté les problèmes qui sont liés à l'apprentissage. Si on dit aux élèves, si vous n'utilisez pas l'écriture inclusive, c'est que vous n'êtes pas féministe. Vous voyez la pression qu'on exerce sur les gens. Les gens vont se sentir dans une insécurité linguistique, mais aussi une insécurité morale. Et donc, du coup, effectivement, il s'agit d'une oppression en quelque sorte. D'une part, il y a ça. D'autre part, quand on regarde attentivement les pratiques de l'écriture inclusive, elles sont extrêmement incohérentes. Le plus souvent, vous avez le premier paragraphe qui commence avec l'écriture inclusive et ensuite, les auteurs oublient
qu'ils l'avaient utilisé. Il y a des corpus énormes où on peut observer cela. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une exhibition de leur ethos vertueux qui dit, ouais, regardez, nous sommes féministes, nous utilisons l'écriture inclusive. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas bien l'utiliser pour des raisons qui ont été évoquées précédemment. Et donc, comme il n'y a pas de normes cohérentes, on ne peut pas apprendre, d'une part, on ne peut pas l'enseigner, on ne peut pas non plus former les gens. Mettons, on accepte tout ça. Mais comme il n'y a pas de cohérence, comme chaque, si vous voulez, chapelle inclusiviste, parce qu'il y a des chapelles féministes, les chapelles lesbiennes, les chapelles trans, chaque chapelle veut apporter à la langue quelque chose de son identité. C'est comme si toutes les minorités ou toutes les communautés, les juifs, les arabes, les africains, voulaient ajouter à la langue quelque chose qui relève de leur existence. Et donc, du coup, ça crée une cacophonie absolument incroyable et on ne peut pas l'enseigner. Donc, en parler, toute la presse en parle, mais comment allez-vous enseigner cela aux gens qui ont des difficultés énormes en apprenant l'orthographe française qui, elle, comme on vient de voir, est extrêmement complexe, à tel point que de nombreuses réformes ont essayé de la simplifier et à juste titre. Donc, effectivement, c'est une tentative totalitaire et oppressive. Merci bien. Merci bien pour cet entretien. Je rappelle que votre revue, le premier fascicule, le genre grammatical et l'écriture inclusive en français, vient de paraître. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Et